Merci de démarrer votre semaine avec BB24. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. C'était une première pour les artisans béninois. Ils se sont retrouvés pour célébrer leur journée. Les grands moments de la fête, c'est à suivre dans quelques instants. D'une journée à une autre, le 1er mars, c'était la journée africaine de l'alimentation scolaire. Occasion de rappeler combien l'alimentation peut jouer le rôle de maintien des enfants à l'école. Et puis, les OGM, organismes génétiquement modifiés, font toujours débat. Certains y voient l'amélioration de la production et d'autres un danger pour l'environnement. Suivez dans ce journal l'avis d'un naturaliste sur la question. Pour la première fois, les artisans de la zone 1 d'Akpakpa ont célébré dans la ferveur la journée de l'artisan béninois. C'est une occasion de réjouissance qui a réuni tous les membres de la coalition pour le développement des artisans couturiers, cordonniers, matelassiers et brodeurs d'Akpakpa. Enoch Rumpati et Alexis Kenom étaient de la partie. Voici le compte rendu. Des artisans d'Akpakpa à Cotonou paraît de leur plus beau tissu circonstanciel. Ici, apprentis et patrons d'ateliers se donnent à cœur joie. Ils célèbrent la journée de l'artisan béninois. C'est une coalition de 10 associations ayant pour vision le développement du secteur artisanal béninois. Ça regorge les couturiers, les cordonniers, les matelassiers et les brodeurs. L'idée, c'est de vouloir nous rassembler pour fédérer les énergies afin de porter plus haut le flambeau de l'artisanat au niveau de la zone. La coalition représente à elle seule une multitude de corps de métier. La formation et le recyclage de ses membres pour une relève de qualité sont entre autres ses priorités. Pour les apprentis, nous faisons des examens blancs avant les examens nationaux du 5e certificat de qualification au métier et le recyclage des apprenants, aussi la formation pour la formation de renforcement des capacités pour les patrons. Maillon important pour toute société parce qu'apportant une valeur ajoutée à l'économie nationale. Ces hommes et femmes artisans sont souvent confrontés au paiement des impôts. Ça fait que les artisans ne montrent pas bien leur talent. Parce que quand tu veux agrandir la télé, tu as d'abord peur des impôts. Nous ne refusons pas de payer l'impôt parce que quand nous travaillons, nous gagnons et l'État aussi gagne en retour. Voilà pourquoi cette occasion de réjouissance a été mise à profit par la Direction générale des impôts pour les sensibiliser sur la TPS, la taxe professionnelle synthétique. Nous sommes beaucoup plus appesantis sur ce que nous appelons taxe professionnelle synthétique, la TPS communément, parce que c'est cette taxe-là qui est due par tous ceux-là qui réalisent un chiffre d'affaires qui est compris entre 0 et 50 millions. Nous espérons fermement que notre passage aura permis à nos artisans de mieux comprendre leurs obligations, de mieux comprendre également leurs droits, pour que chacun d'eux puisse apporter leur pierre à l'édifice. Ces artisans souhaitent par ailleurs l'appui du gouvernement à travers la mise en place d'un fonds de garantie pour booster leurs activités. On passe d'une journée à une autre. La journée africaine de l'alimentation scolaire, c'était le 1er mars dernier. Cette année, elle a été placée sous le thème « Investir dans l'alimentation scolaire endogène pour éradiquer la faim, soutenir l'éducation inclusive pour tous, y compris les réfugiés et les personnes déplacées en Afrique ». Occasion de soutenir que l'alimentation peut être un instrument de maintien à l'école pour les enfants des milieux défavorisés. Louis Koudogbo, Lazare, migrant. Permettre à tous les enfants d'avoir accès à l'école, de réussir et d'achever leur cursus scolaire. C'est le credo de l'Union africaine à travers son programme dédié à la Journée africaine de l'alimentation scolaire. La célébration de la Journée africaine de l'alimentation scolaire s'inscrit dans un contexte où, à travers la stratégie continentale
de l'éducation pour l'Afrique, les États africains ont décidé d'utiliser l'alimentation scolaire comme un instrument de plaidoyer qui contribue véritablement à l'éducation au niveau du continent. Et ils ont par la même occasion invité les États membres de l'Union africaine à s'investir dans l'alimentation scolaire. Depuis 2017, le gouvernement béninois, à travers les cantines scolaires, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, continue d'élargir l'accès à l'alimentation pour tous. C'est environ 4000 écoles qui bénéficient de ce programme et ça constitue 52% des besoins des écoles primaires publiques en matière de repas scolaires. De plus en plus, il ne s'agit plus simplement de donner le repas aux enfants, mais au-delà du repas dans l'assiette des enfants, il faut toucher d'autres aspects comme la nutrition, la santé, l'hygiène et l'assainissement. Et je voudrais parler de la production locale. On parle d'alimenter les enfants dans les écoles. Si nous utilisons la production de nos agriculteurs pour nourrir près de 700 000 enfants, le nombre d'enfants que le programme assiste actuellement, vous imaginez le tonnage d'aliments qui devra être produit. Après le Niger, le Congo et le Zimbabwe, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille cette année la 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Les organismes génétiquement modifiés OGM sont conçus dans le but d'améliorer les rendements de production. Pour certaines agences scientifiques et réglementaires, loin d'être dommageables pour l'environnement, ils sont une opportunité. Mais Patrice Sagbo en a une toute autre opinion. Il est au micro de Enoch Mpati. OGM, organismes génétiquement modifiés. Ça veut dire quoi? Les gens ont réussi à modifier le patrimoine héréditaire des êtres vivants comme les animaux, les végétaux, les micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, pour dire qu'ils veulent transformer ça pour obtenir des organismes nouveaux. Et tout cela se passe au laboratoire. L'exemple que nous connaissons, c'est l'exemple du coton génétiquement modifié de Burkina Faso. En dehors de ça, nous devons savoir que lorsque cette semence est mise au point, elle coûte plus cher, largement plus cher que les semences ordinaires, les semences conventionnelles. Deuxième chose, il y a des conséquences juridiques. Vous ne pouvez plus utiliser librement cette nouvelle semence-là parce qu'il y a des droits, des brevets dessus. Ça veut dire que privatisation, ça veut dire dépossession des cultivateurs de leurs semences. Ensuite, sur l'environnement, vous allez voir qu'on fait de la monoculture. C'est-à-dire qu'aucun autre arbre ne peut rester sur une surface sur laquelle on cultive des semences OGM. L'exemple de l'Argentine est palpable. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus aucune abeille, il n'y a rien du tout. Et c'est ça aussi qui crée les gaz à effet de serre, qui crée le changement climatique. Il y a une autre manière de produire de manière saine pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour la santé humaine et pour l'environnement. Nos petits paysans savent que lorsque le sol est épuisé, on peut faire de la jachère. Ils savent qu'on peut utiliser du compostage. Ils savent qu'on peut faire une rotation de culture. Ils savent conserver les semences. Ils savent faire tout ça. Ils ont besoin seulement que leurs conditions de vie, de travail soient un peu améliorées. Le Bénin aujourd'hui n'a aucune loi. On avait pris des moratoires et les moratoires ont expiré depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain de sans loi et n'importe qui peut venir ici faire ce qu'il veut tout le temps et nous ne saurons même pas ce qui va se passer. On ne pourra même pas l'attaquer parce que nous n'avons aucun instrument juridique pour le faire. Hors du Bénin, à présent, la Banque africaine de développement, en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances et l'Union nationale du patronat en Mauritanie, organise le 6 mars prochain à Nouakchott un atelier de présentation de ces opportunités d'affaires et instruments de financement. Cet événement entend offrir aux autorités ainsi qu'aux opérateurs du secteur privé mauritanien un cadre d'échange permettant de renforcer le dialogue et d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement et de financement des entreprises du pays. L'objectif de l'atelier est de renforcer la coopération avec le secteur privé dans les créneaux porteurs.
Les besoins et les exigences du transport aérien ont beaucoup évolué ces dernières années. C'est pourquoi l'ASECNA a décidé d'adapter ses programmes de formation aux mutations en cours, sujet abordé lors de la 28e réunion du Conseil des écoles de l'ASECNA qui s'est tenue à Dakar. Reportage. Destination de l'excellence, l'ASECNA invite ses 3 écoles professionnelles à franchir le cap de l'adaptation. L'école régionale de la sécurité incendie de Douala, l'école africaine de la météo et de l'aviation civile de Niamey et l'école régionale de la navigation aérienne et de management de Dakar repensent leur programme de formation. Les travaux de cette 28e réunion du CSPR porteront sur l'adaptation des programmes de formation des écoles aux besoins opérationnels de l'agence. L'adaptation continue de nos programmes de formation est une nécessité. Une nécessité pour l'ASECNA qui s'inscrit dans une dynamique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En tenant compte des orientations stratégiques du directeur général, dans un contexte marqué par le nouveau plan mondial de la navigation aérienne, donc des évolutions sur le plan de la technologie, des évolutions sur le plan de la fourniture de services, il est important que notre vivier, notre réservoir en matière de formation également s'adapte à ces évolutions. Les écoles professionnelles de l'ASECNA doivent également procéder à la révision des textes. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.